Bonjour à tous, spécial OVNI, objet volant non identifié. On assiste en effet à une recrudescence des soucoupes volantes dans le ciel, notamment dans le ciel belge, avec 700 personnes qui affirment avoir vu des phénomènes inexpliqués en l'espace de 6 mois. Et croyez-moi, en Île-de-France, nous ne sommes pas en reste. Sur ce plateau, nous découvrirons des témoignages, également des scientifiques, des journalistes qui nous parleront des phénomènes, et notamment en Île-de-France. Mais on va commencer toujours par l'Europe, mais l'Europe de l'Est et surtout l'Union soviétique, avec Martine Castello, journaliste scientifique au Figaro Madame et au Figaro Magazine. Et vous avez fait toute une enquête sur des phénomènes inexpliqués également, des ovnis qu'on aurait vus dans le ciel soviétique, et énormément d'ovnis. Alors est-ce que c'est dû à la perestroïka ? Oui, à première vue, on pourrait penser que depuis qu'ils ont le droit de s'exprimer, les Russes voient des ovnis partout. Ou aussi, on m'a dit, c'est parce que les magasins sont vides, alors on les occupe avec les extraterrestres. Mais c'est un peu court comme raisonnement, parce qu'il y aurait eu, l'an dernier, un cas par jour en moyenne sur tout le territoire, en 1989. Énorme, oui, c'est énorme. Et ce qu'il y a de plus intéressant, bon, les phénomènes extraterrestres, ils peuvent être sujets à caution. Ce qui n'est pas à caution, ce qui peut être sûr, c'est qu'il y a une commission qui s'est mise en place en URSS, tout à fait officielle, qui a été créée par les membres le président de l'Académie des sciences. Ce qui veut dire qu'ils prennent le phénomène au sérieux. Voilà. Et alors, il y a plusieurs membres de l'Académie des sciences qui s'occupent de l'étude de ces phénomènes. Il y a des commissions dans chaque grande ville, et ce sont tous des ingénieurs, des physiciens, des astrophysiciens, donc ce ne sont pas des charlatans. Et il y a même une école qui a été créée à Moscou, qui s'appelle BASIC, parce qu'elle crée les bases d'une nouvelle vision du cosmos, et qui forme en moyenne 150 ufologues, c'est les personnes qui s'intéressent à l'ufologie, aux ovnis, par an. Donc ils ont un diplôme de l'Académie des sciences, et ils deviennent professionnels de l'ufologie. C'est leur métier. Alors, on parle d'un système qui s'appellerait la biolocation. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la biolocation, c'est assez bizarre. C'est un ingénieur chimiste qui a mis ça en place. Mais enfin, c'est utilisé maintenant dans toute l'URSS. À première vue, c'est assez étrange, parce que quand il me montrait ça, c'était avec un cintre au retour. Ça ressemble à un cintre. Et c'est censé détecter les champs biologiques. Alors, chaque fois qu'il y a eu un phénomène OVNI, il y a toute une équipe de biolocateurs. Il y a aussi une école de biolocation qui s'est créée. Et ils vont sur le terrain et ils remuent ce cintre. Et il y a une signature spéciale. Ils se relèvent. Et alors ils appellent, c'est le champ, la signature des extraterrestres. Bon, je ne sais pas s'il faut y croire ou pas, mais de toute manière, c'est pris très au sérieux là-bas. Et même par des gens qui ne croient pas aux extraterrestres, ils croient à la biolocation. Est-ce qu'ils trouvent des sources avec ce système-là? Non, ça ressemble. C'est pas exactement le magnétisme de nos sourciers. C'est les champs biologiques. D'accord. Est-ce que vous en avez entendu parler, Claude Mauger? Précisons que vous êtes scientifique, professeur de maths physique. Vous avez une maîtrise de physique et vous vous intéressez aux phénomènes OVNI depuis très longtemps. Oui. Ouais. Bien sûr. Qui n'a pas entendu parler des événements récents de l'Union soviétique, ne serait-ce qu'à cause des articles de Martine Castello. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que dans les années 60 déjà, les soviétiques avaient créé des commissions plus ou moins semi-officielles, disons, d'études des ovnis. Est-ce que c'est le cas dans tous les pays? Est-ce qu'on s'intéresse officiellement au problème ou est-ce qu'on le cache en général? Comment ça se passe? Non, on ne s'intéresse pas officiellement au problème dans tous les pays, loin de là. Il y a quelques pays qui ont créé des commissions officielles, qui sont très contestées par certains, qui sont par contre on va le voir après, plus ou moins acceptés par d'autres. Mais c'est de toute façon un nombre de pays assez rares qui ont créé des commissions publiques. En France, comment ça se passe? On avait parlé du GEPAN à une époque, on avait parlé des gendarmes qui s'occupaient spécialement du problème, des équipes qui avaient été formées spécialement pour s'en occuper. Qu'est-ce qui se passe maintenant? En France, il existe toujours un organisme officiel qui est dans le cadre du Centre national d'études spatiales, c'est le CEPRA, Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, qui a pris la suite du GEPAN, qui a disparu en décembre 1988 et remplacé directement par le CEPRA avec les mêmes personnes, c'est-à-dire très peu de gens. 2 personnes qui n'ont aucun moyen. Un peu plus, puisqu'il y a quand même un informaticien, mais c'est quand même très limité, c'est sûr. Et alors les Russes étaient très étonnés. D'ailleurs, ils m'ont demandé, mais en France, vous avez le GEPAN, parce qu'ils ont été au GEPAN. Mais vous aussi, vous étudiez officiellement les phénomènes paranormaux. Alors je dis, ben non, en France, on ne les étudie pas
Il dit, mais pourquoi votre gouvernement vous l'interdit? C'est interdit chez vous, vous n'avez pas le droit. C'est le monde à l'envers. Alors je dis, non, on a le droit, mais on ne l'utilise pas parce que les gens, on se moque d'eux, les personnes qui... Ils n'arrivaient pas à me croire. Et pendant toute une semaine, je leur ai répété la même chose, ils n'ont pas cru, ils ont pensé que c'était notre gouvernement qui interdisait la recherche sur les extraterrestres. On pourra peut-être leur montrer le petit film que vous allez d'ailleurs découvrir avec nous. Ce petit film, c'était à Marcilly, vous en avez sans doute entendu parler, c'était l'été dernier, et des habitants ont vu des choses assez étonnantes. Et il en reste les traces. La forme d'un suppositoire immense avec 6 grands pieds. Photos et dessins à l'appui, les traces découvertes dans un champ de la commune alimentent depuis la mi-juin toutes les conversations de Marcilly. Les habitants du village veulent comprendre ce qui à ce jour reste incompréhensible. Je suis comme tout le monde, hein. Je ne suis pas expert en la matière, je ne peux pas dire d'où ça vient. Mais c'est curieux parce que ça vient du haut. À une centaine de mètres de là, à la sortie du village, la marque est toujours visible. Une entaille creusée dans la terre, moins nette qu'il y a un mois, mais toujours aussi étrange. A-t-elle été provoquée par un avion, une montgolfière ou un ovni? Rien de tel, répond le maire de la commune. C'est la foudre, mais je n'en suis pas sûr. Pas de traces de véhicule. On peut pas. Ça peut être la foudre, mais enfin. Il semble qu'à cette époque-là, il n'y a pas eu d'orage. Alors, c'est curieux. Curieux, d'autant que des phénomènes bizarres se sont déjà produits à Marcilly. Ça a commencé il y a 33 ans, en 1956. Un couple d'arracheurs de betteraves qui se trouvait à quelques centaines de mètres là a vu une espèce d'énorme disque tournoyant sur lui-même et s'approcher d'eux, les poursuivre. Alors, ils ont laissé leur binette, ils se sont sauvés. L'appareil les a recouverts de poudre jaune, ils se sont réfugiés dans le bois. Et ils ont attendu 20 minutes que l'engin ait fini ses évolutions. Aujourd'hui à Marcilly, la seule poudre jaune était celle soulevée par les moissonneuses-batteuses, mais pas d'extraterrestres dans les champs, peut-être à cause d'une allergie. Ouais, avouez que c'est tout de même étonnant. Vous la revoyez d'ailleurs, cette trace à l'écran, et on va découvrir sur ce plateau Corinne Villeneuve, qui était témoin à l'époque à Marcilly de ce qui s'est passé. Et alors, expliquez-nous ce que vous avez vu. Oui, effectivement, j'ai vu un engin assez volumineux. Vous étiez où à ce moment-là? Sur la route. Ouais. C'était 8h30 environ. En sur voiture? la route de Marcilly, oui, tout à fait. Ouais. Et puis, j'étais surprise par cet engin volumineux et très lumineux. Ouais. Ça ressemblait à quoi? Comme une carlingue incandescente, un peu. C'est difficile à dire, hein, à situer. Ma première réaction, j'ai été inquiète. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un avion qui était en train de se scratcher. Exactement, exactement. Alors j'ai mis mes distances, je l'avais à l'œil, disons, cet appareil. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il circulait, il volait, enfin on ne sait pas comment s'exprimer, il volait très lentement. Et tout à coup, il s'est mis à accélérer son rythme et il est parti en angle de 90 degrés. Et c'est assez surprenant parce que nos appareils, enfin connus, moi je ne suis qu'un particulier, sur un axe d'effectuer un angle droit de 90 degrés, c'est assez surprenant. Et à quoi on pense à ce moment-là? On a peur, on se dit j'ai un peu trop bu ce soir, il faut que je me calme. Non, ce n'était pas le cas. Moi, je pensais, comme je suis de l'époque des inventions, j'ai vu arriver des tas d'inventions dans ce siècle. Je me suis dit, tiens, c'est entre le radar de Monthyon et la piste d'atterrissage de Roissy. Ouais. Donc, ça ne peut être qu'une affaire militaire ou alors c'est encore un truc nouveau. Et alors, quand vous avez vu la trace après le lendemain aux informations à la télé? Là, j'ai réagi. Lorsque j'ai vu la trace dans le champ de Marcilly, ma première réaction a été de dire, tiens, c'est mon appareil qui s'est scratché.